Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour découvrir l'actualité du jour. Voici le sommaire de ce journal. Nous vous l'annoncions dès hier, Sacha Obradovic reprend les rênes de la Roca Team. Il aura la mission de relancer l'équipe qui marque le pas en Euroleague notamment. Il a conduit aujourd'hui son premier entraînement, salle Gaston Médecin, avant de s'envoler avec toute l'équipe à destination de Kaunas en Lituanie, où les basketteurs monégasques vont disputer leur prochain match mercredi. C'est avec le village de Noël, l'un des lieux incontournables des fêtes de fin d'année à Monaco. La patinoire a ouvert ses portes et vous attend tout au long de l'hiver. L'invité de ce journal nous emmènera dans le parc du Mercantour à la découverte des loups et plus généralement à la découverte de tous les animaux sauvages. Rémi Masseglia est l'auteur d'un documentaire projeté aujourd'hui sous l'égide de la Fondation Prince Albert II et intitulé « Naïs au pays des loups ». Il nous racontera dans quelles conditions il est parvenu à saisir tous ces instants de vie dans la nature. Il Corsaro de Verdi à l'Opéra de Monte-Carlo avec une distribution de haut niveau. Ce n'est peut-être pas l'œuvre la plus connue du grand compositeur italien et pourtant, reportage de José Sacré dans cette édition. Mais tout de suite donc, le début d'une nouvelle ère à la Roca Team, l'ère Sacha Obradovic bis, puisque l'ancien joueur serbe avait déjà coaché l'équipe de basket monégasque de 2019 à 2020. Pas une minute à perdre, à peine nommé, il a rejoint Monaco pour un premier entraînement avant un premier test match en Euroleague ce mercredi et il s'est confié à Frédéric Elion et Sylvain Peroumal. It's a great, opportunity. I would say the first as a EuroLeague, competition much bigger, stronger than when I was last time, here. So it's like I said, it's a great challenge, like working with the best players, expecting the best to happen. I feel like I missed something, here. So finishing the job is, it's a big question. What is finishing the job? We have big expectations, and okay, we will work with this, working, as a goal, to win the championship. I think this is supposed to be the first goal. Play the, and present yourself, in a EuroLeague, on a best possible level. Let's see where we can arrive on this. There is certain love, between the, those Roca fans, who are fantastic, and I believe, again, together that we can find, the right chemistry, and the team will respect this. Alexandra Pani nous rejoint pour développer les autres informations du jour et en bref. Bonsoir Alexandra et l'on débute par un point sur la Covid-19 et l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination. Bonsoir Patricia, on le sait, le gouvernement monégasque, comme les pays voisins, a lancé la campagne de vaccination pour la 3e dose. Une campagne ouverte bien entendu aux monégasques et résidents, mais aussi aux personnes exerçant une activité professionnelle ou scolarisée en principauté. Afin de fluidifier ces rendez-vous, le centre cardio-thoracique de Monaco s'associe dès à présent à cette campagne en devenant lui aussi un centre de vaccination. Et je vous rappelle que pour prendre rendez-vous pour votre 3e dose, vous pouvez vous faire appeler en vous rendant sur le site vaccination-covid19.gouv.mc. Nous disposons des derniers chiffres du dépistage de la Covid-19. Ils confirment la tendance à la hausse. Vous l'avez remarqué, les chiffres du dépistage de la Covid-19 sont toujours assez élevés concernant les chiffres arrêtés pour la semaine dernière. Pour les patients résidents et non résidents, 7051 tests PCR et antigéniques ont été réalisés. Le taux de positivité des tests pratiqués s'élève à 5,38%. Quant au taux d'incidence, il atteint 544,98 contre 409,39 la semaine précédente. Noël approche et les cadeaux commencent déjà à être distribués. Effectivement, comme on peut le voir avec l'amicale des aînés monégasques qui remettaient ce mardi après-midi leur traditionnel colis de Noël à leurs adhérents au foyer Régnier 3.
La place du Palais et les ruelles du Rocher étaient également aux couleurs de Noël le week-end dernier. Oui, toute la journée de samedi, les commerçants du Rocher, mais aussi la direction de l'aménagement urbain ou encore l'archevêché proposaient des animations et ateliers de Noël. Petits et grands se sont prêtés au jeu et ont pu même réaliser leur propre décoration de Noël. Restons sur cette note festive. Noël se prépare déjà, nous l'avons vu. Nombreux sont ceux qui ont installé leur sapin de Noël et décoré leur intérieur. Et puis il y a ceux qui courent les magasins à la recherche du cadeau parfait. Certains sont en mal d'inspiration. Petit coup de pouce, nous sommes allés à votre rencontre et nous vous avons demandé quelle était la bonne idée cadeau de ce Noël 2021. Voici vos réponses. Des idées de cadeaux. Un service à raclette, service à fondue, des peluches. Moi, je suis plutôt dans les vêtements, des fleurs. Vêtements, parfums. J'en ai trop. Il y a des petits bijoux. Des jouets. J'ai un petit-fils de 3 ans qui est obsédé par les pompiers. D'ailleurs, je vais téléphoner pour visiter la caserne. Quant à lui, il suit le pas, il veut les voitures. Je ne sais pas, moi, de l'argent. C'est tellement plus facile. Ça m'évite de faire les magasins en long, large et en travers. Beaucoup de paix. La paix, c'est comme la lune, c'est plus difficile à aller décrocher, mais c'est une très belle intention en tout cas. Tous ces témoignages ont été recueillis par Christinda Tomel. Autre idée, mais de sortie cette fois, d'autant plus lorsque le temps est de la partie comme actuellement. La patinoire du port est ouverte, elle est très prisée chaque année par les Monégasques, mais aussi par les vacanciers de passage. Une patinoire qui se veut toujours plus vertueuse, comme nous l'explique Fabien Bonilla sur des images de Serge Prémont. Chaque année, le stade nautique Régnier 3 se mue en patinoire d'une superficie de 1200 mètres carrés. Le plancher est parcouru d'un réseau de 17 km de tuyaux en serpentin pour que l'eau se transforme en glace, environ 6 à 8 cm d'épaisseur. Et pour atteindre cet objectif, il faut un système de réfrigération qui dépense forcément de l'énergie. Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'environnement, la mairie de Monaco veut limiter cette consommation d'électricité. Plusieurs systèmes ont déjà été mis en place. Depuis 5 ans, les tuyaux sont surélevés pour éviter une déperdition d'énergie. Et cette année, une première en principauté, un système de contrôle est piloté à distance à l'aide de sondes météorologiques raccordées notamment dans les tuyaux. Le but, éviter de faire fonctionner le système de réfrigération 24 heures sur 24. On mesure la température de la glace à plusieurs endroits dans la glace et on va lui redonner une température à atteindre par rapport aux conditions extérieures, par rapport aux agressions extérieures, donc soleil, vent, pluie et j'en passe. Tout est monitoré, tout est rapatrié dans mes bureaux en Suisse à Recense. En même temps, à Lyon, à l'entreprise Oxform. Alors ici, j'aimerais pouvoir tourner 1 heure sur 2 à la fin de la saison. Mais on va voir, hein, c'est ma première année là, on doit être attentif, on doit régler, on doit affiner. Toutes les places sont différentes. Sur les belles exploitations que j'ai sur certaines places, ensuite on tourne 1 heure sur 3. Un système de pilotage intelligent, sans oublier, et là aussi c'est une première, des bâches pliées sur le bord de la patinoire qui le soir sont tendues juste au-dessus de la glace, ce qui permet de garder environ 10 degrés d'écart avec la température extérieure. Tout un système pour économiser de l'énergie tout en permettant aux patineurs de se faire plaisir. Ça devient une institution à Monaco et comme elle est unique au monde, je crois qu'on fera tout pour la conserver dans de bonnes conditions et c'est un petit peu la tendance, les innovations vers lesquelles on se tourne et on essaie néanmoins d'améliorer le système pour qu'on soit plus vertueux parce qu'évidemment ça pourrait choquer de dire qu'on fait du patinage avec des températures et un ciel aussi clément mais on va dans ce sens, donc on essaie de rassembler le plaisir, le bonheur des gens mais également un aspect pas qu'économique, surtout écologique. Entre le système de contrôle piloté de Suisse et ces bâches, la dépense énergétique sera forcément réduite. En revanche, comme c'est une première sur une patinoire en extérieur, difficile de prévoir ce qui sera économisé. Le bilan sera dressé à la fin de la saison. Et avant de connaître ce bilan énergétique, sachez que de nombreuses manifestations vont être organisées sur la patinoire, comme le gala de Noël, samedi à 17h30, ou bien encore la toute première Ice Party pour les jeunes de 12 à 17 ans, le 29 janvier.
la patinoire pour se divertir et puis il y a aussi les grands et beaux espaces naturels qui bordent ou presque la principauté dont le parc du Mercantour. Rémi Masseglia, un habitant de la vallée de la Roya, amoureux des grands espaces et de la faune sauvage, a décidé de réaliser en famille un documentaire pendant plusieurs mois avec pour acteurs principaux les animaux qui peuplent la région et plus particulièrement les loups. Ce documentaire vient d'être projeté au Cinéma des Beaux-Arts et son auteur est notre invité ce soir. Bonsoir Rémi Masseglia. Bonsoir. Racontez-nous l'histoire qui se cache derrière ce documentaire, Naïs au pays des loups. Le titre est assez explicite, hein. Naïs, c'est votre petite fille que l'on aperçoit sur vos genoux. On est parti pister les loups ensemble de ses 1 an à ses 3 ans dans le parc national du Mercantour. Et comment vous êtes-vous organisé pour tourner ce documentaire ? Ça a été une grosse organisation en fait, parce que au-delà de partir se promener avec sa petite fille, il fallait avoir le matériel de tournage avec soi, comprendre les déplacements d'un animal qui est très compliqué à comprendre. Et ça a été une grosse organisation matérielle, mais aussi de préparation pour les itinéraires, pour éviter tous les dangers de la montagne. Et voilà, on a réussi cette mission de 2 ans. Et voilà, je crois que c'est un bref résumé. Mais comment parveniez-vous à rester assez longtemps sur place? Vous n'êtes pas resté 2 ans en continu? Alors, on est resté 2 ans en continu, mais comme on a la chance d'habiter dans la vallée de la Roya, on va dire que on y allait le plus régulièrement possible. Dès que les températures nous permettaient de pouvoir se déplacer en montagne et de pouvoir dormir en montagne, on y dormait. Mais l'hiver, par exemple, on faisait des grosses sorties à la journée et puis on en avait déjà bien assez. L'omniprésence de la nature dans votre vie, c'est vraiment une volonté d'école de la vie pour votre fille Naïs? Disons que moi j'ai voulu élever ma fille un peu différemment, en dehors d'un contexte habituel de garderie, de nounou, et j'ai un métier qui m'a permis de partir sur une aventure comme celle-ci. Alors c'était un risque, hein, parce qu'il n'était pas garanti qu'on puisse en sortir un film à la fin. Et en prenant ce risque, ça a fonctionné, ça a plutôt bien marché. À 4 ans, elle en sait aujourd'hui certainement beaucoup plus sur la nature que certains citadins adultes. C'est un petit peu ça. Très vite, elle s'est approprié ses propres connaissances de la nature, ce qu'elle avait envie de regarder. Du haut de ses 1 an, elle reconnaissait déjà des traces de loups, elle reconnaissait des traces de renards, elle savait où les animaux étaient passés. Un petit peu ce que l'on a oublié, nous, dans notre présent urbain. Les loups ne sont pas des acteurs tout à fait comme les autres. Quelles difficultés avez-vous rencontrées sur le tournage compte tenu de cette spécificité? Disons que j'ai travaillé qu'avec des acteurs un peu hors normes, que ce soit la petite Naïs, que ce soit les loups. C'était assez dur de planifier quelque chose avec eux. C'est un animal qui est complètement insaisissable. On est vraiment sur ce qu'il y a de plus dur en termes de faune, même au niveau mondial. Hein. On est sur des densités de population qui sont très faibles, des animaux qui se déplacent quasiment que de nuit. Et l'objectif, c'était justement d'allier les deux, d'arriver avec un tout petit enfant, essayer de lui faire comprendre qu'on était sur un territoire où il fallait avancer sur la pointe des pieds. Et en avançant sur la pointe des pieds, on a pu commencer à entrevoir certaines choses, des petits indices de présence. Et puis au fur et à mesure, on s'est imprégné de ce milieu-là, tous les deux. Hein. Mais Naïs, qui est sur vos genoux, est-ce qu'elle a eu peur des loups? Et quel est son plus beau souvenir de tournage? Alors Naïs, une question pour toi. Est-ce que tu as eu peur des loups? Non. Et quel est son animal sauvage préféré? Parce que on le verra dans le documentaire, il n'y a pas que le loup, hein, même si nous sommes chez les loups. Naïs au pays des loups, c'est un petit peu une ode à la nature sauvage. C'est sûr que le loup était plutôt un prétexte, mais on s'est intéressé un petit peu à tout ce qui gravite autour des loups. Parce qu'on va dire que le loup, c'est vraiment un animal qui est plutôt difficile à observer, et du coup on en a profité pour observer tous les autres. Et c'est capital aujourd'hui oui. Pour soutenir la créativité et la mise en œuvre de projets de cette envergure, d'avoir des parrains tels que la Fondation Prince Albert II?
Disons que nous, on a toujours eu un excellent accueil de la Fondation Prince Albert II de Monaco dès qu'on a présenté notre idée de projet. Et pourtant, c'était un projet qui pouvait paraître un petit peu loufoque de partir avec une toute petite fille sur les épaules. Et sans ce soutien-là, aujourd'hui, le film n'existerait pas. Comment peut-on le découvrir, ce documentaire ? Alors ce documentaire sera donc diffusé jeudi soir sur France 3 à 22h45 et il est en replay sur le site de France Télévisions jusqu'au 14 février. Rémi Masseglia et Naïs, merci de nous avoir fait partager cette belle aventure. Merci beaucoup. Tu dis merci ? Merci. Les autres titres de l'actualité avec le retour d'Alexandra Pagny et des nouveautés, Alexandra, en lien avec la réglementation sur les déchets plastiques. Oui Patricia, il va effectivement y avoir du changement en ce début d'année 2022, mais avant cela, rappelons ce qui est d'ores et déjà interdit, soit les sacs de course, assiettes, couverts, gobelets, pailles, pics et pots de glace en plastique à usage unique, tous les produits en plastique oxodégradables, les confettis et les tiges de ballons de baudruche en plastique, les contenants en polystyrène expansé, mais également les formules repas proposant un tarif réduit sur une boisson conditionnée dans un contenant à usage unique. À partir du 1er janvier, notez-le bien, de nouvelles interdictions seront en vigueur. Seront interdits les jouets en plastique offerts dans les menus enfants, les sachets de thé en plastique non biodégradables, les emballages en plastique autour de certains fruits et légumes non transformés, les étiquettes en plastique non compostables et biosourcées sur les fruits et légumes. Et pour finir, la distribution gratuite et systématique des couverts à usage unique pour les repas à emporter. Les employeurs qui disposent d'un réfectoire dans leurs locaux devront mettre à disposition de la vaisselle réutilisable ainsi que le matériel pour l'entretien. Restons autour de la table, mais pour parler gastronomie italienne. Il s'agissait de la 6e édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde, un événement organisé ici par l'ambassade d'Italie et la région des Marches. La soirée s'est déroulée au Yacht Club de Monaco et l'objectif était de faire connaître les produits du terroir italien. Le Monaco Gaming Show revient cette semaine. Il s'agit de e-sport. Ce sera un format exclusivement en ligne, vous vous en doutez. Les finales se dérouleront ce week-end, les 18 ou 19 décembre en fonction des jeux. Les adeptes de Fortnite, Rocket League ou Call of Duty Warzone pourront se mesurer. Et à la clé, 20 000 € de cash prize pour les 2 premières compétitions et 10 000 € pour Warzone. Des compétitions qui pourront être suivies en live sur le site internet du Monaco Gaming Show. Et puis maintenant que la saison de Formule 1 est achevée, Charles Leclerc s'accorde un repos bien mérité, Alexandra. Et il en a profité pour faire un détour par l'exposition universelle de Dubaï et visiter le pavillon de Monaco, comme l'on peut le voir sur ces images, tournées par les équipes de Pavillon Monaco sur place. Ouvrons un chapitre musical. Il Corsaro de Verdi appartient aux années dites de galère du compositeur italien. Et comme d'autres œuvres de cette époque, elle est injustement oubliée dans les programmations des théâtres. Depuis quelques années, Jean-Louis Grinda, le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, a proposé quelques-unes de ses œuvres qui s'avèrent pourtant inoubliables lorsqu'on les découvre. José Sacré et Sylvain Péroumal nous présentent ce Corsaro méconnu. Créé à Trieste en 1848, Il Corsaro de Verdi est donné jusqu'au 14 décembre à l'Auditorium Régnier III avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Massimo Zanetti, avec Giorgio Berucci dans le rôle titre, Irina Lungu dans celui de Medora et Roberta Mantegna Gulmara. Pour cette première à l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda a choisi de présenter Il Corsaro en version concert. J'aime la version concert, certainement pour les opéras d'ailleurs, qui sont peu facilement présentables en version scénique. Corsaro fait partie de cela, c'est un Verdi de jeunesse, Verdi l'a écrit quand il avait environ 35 ans. Et c'est un opéra où on sent qu'il y a le génie de Verdi, mais ce n'est pas encore fini complètement. Et c'est pour ça que je me suis fait un devoir à l'Opéra de Monte-Carlo de présenter, outre les grands chefs-d'œuvre de Verdi qu'on connaît, Traviata, Don Carlos, Rigoletto, etc., ou Otello par exemple, ou Falstaff, de présenter tout ce qui a construit l'artiste. Et c'est ça qui est passionnant quand on fait Masnadieri, quand
Corsaro, on sent tout ce qui a amené Verdi à évoluer dans son travail, à inventer le drame en musique et à inventer presque de nouvelles voix pour l'opéra. Ce qui est intéressant dans ce spectacle, notamment, c'est ce Corsaro, c'est que d'abord, il n'y a pas de voix de mezzo-soprano, ce sont 2 sopranos, et il faut chaque fois choisir, pour le distribuer bien, des voix qui ne se ressemblent pas, mais qui chantent avec le même style, car on est encore très proche de l'école du bel canto. Et avant de refermer ce journal, découvrons ensemble les prévisions météo pour la journée de mercredi, Alexandra. Nous aurons encore une très belle journée, Patricia, ce mercredi. Le soleil sera bien présent et des températures agréables avec 14 degrés d'annoncés. Le soleil se couchera en revanche à 16h55 et nous fêterons les Ninons en ce 15 décembre. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et merci de nous être fidèles chaque jour. Nous nous quittons avec les photos de Manuel Vitali, prise lors du tout premier entraînement du nouveau coach de la Rocatine, Sacha Obradovic. Et je vous rappelle que vous pourrez suivre demain en direct sur Monaco Info le match d'Euroleague à Kaunas en Lituanie à partir de 19h. Dans un court instant, la suite de vos programmes. Passez une très belle soirée.